Bonjour à tous. Je vais vous poser une question simple. Combien d'entre vous ont déjà hérité de quelque chose, comme une recette de cuisine qu'on pourrait transmettre de génération en génération? Un héritage, c'est précieux. C'est une part de notre histoire, de notre identité. C'est aussi une responsabilité. Que fait-on quand cet héritage que nous recevons, aussi précieux soit-il, n'est plus tout à fait adapté au monde d'aujourd'hui? Ce que je vous propose, c'est la question d'aujourd'hui, c'est qu'on puissions voir ensemble, non pas pour une recette de cuisine, mais ce que nous allons faire de cet héritage, bien plus vaste, bien plus critique, le code legacy. Laissez-moi vous parler de mon père, qui dans les années 70 a bâti tout un système. Comme des milliers de développeurs comme lui, il l'a bâti en COBOL. Des millions, des milliards de lignes de code qui aujourd'hui encore font tourner notre monde. Nos comptes bancaires, nos assurances, nos transactions quotidiennes, tout repose sur ce code. Ce code legacy, c'est notre héritage. Il est robuste, il est vaste, il est fiable, il a fait ses preuves pendant plus de 50 ans. Mais voilà, il commence à se faire vieux. Et surtout, il ne parle pas la même langue que la nouvelle génération. Alors je m'appelle Pierre et je suis l'heureux héritier d'une partie du système COBOL auquel mon père a participé. Mais cet héritage, je le partage avec bon nombre d'entre vous. Peut-être toi, ou encore toi. Et cet héritage, plutôt que de le concevoir comme un fardeau dont on voudrait se débarrasser ou mettre sur le tapis, je préfère l'envisager comme une fondation solide sur laquelle construire l'avenir. Alors comment faire? On ne peut pas demander au père de se mettre au Java à 50 ans et on ne peut pas demander au fils de penser COBOL. Il nous faut donc un traducteur, mais pas n'importe quel traducteur. On ne veut pas d'un traducteur qui se contente de traduire mot pour mot. On veut un traducteur qui commence par comprendre. Alors, c'est ce que nous avons bâti. Nous avons bâti une IA, une intelligence artificielle qui, avant de traduire ligne par ligne, va d'abord écouter. Écouter le père, comprendre sa grammaire, sa syntaxe, sa logique, ses relations internes, mais surtout ses intentions. Pour cela, notre système va s'appuyer sur 5 piliers fondamentaux. Ce ne sont pas des concepts magiques. Ce sont les 5 sens de notre IA. Bien évidemment, qui lui permettront de percevoir le corps dans le code dans toutes ses dimensions. En premier, vous avez l'arbre syntaxique, la structure, l'organisation du code. C'est un peu le squelette. Ensuite, vous avez le flux de contrôle, la logique d'exécution, les chemins décisionnels. C'est le système nerveux. Ensuite, le flux de données. Comment les données circulent, se transforment, se passent de chemin en chemin. C'est le système sanguin. Ensuite, le graphe de connaissances, les relations métiers, les concepts du domaine. C'est la mémoire du père. Et enfin, la base de données vectorielle, la recherche sémantique rapide. C'est l'intuition du père. Avec ces 5 sens, notre IA ne lit pas le code, elle le comprend. Commençons par l'arbre syntaxique, l'AST. Imaginez que vous voulez comprendre la structure d'un vieux bâtiment. Vous allez bien évidemment commencer par en faire le plan. Puis vous allez regarder étage par étage, pièce par pièce. L'AST, c'est la même chose, mais pour le code. C'est une représentation structurée, hiérarchique, de chaque instruction, de chaque fonction et de chaque module du code. Concrètement, quand nous faisons passer cet arbre à l'intérieur du programme COBOL, nous n'y voyons pas des lignes de texte. C'est un arbre. À la racine, vous avez le programme. Les branches sont les liaisons. Et les feuilles sont les variables, les instructions, les conditions. Chaque élément a sa place. C'est le squelette du code. Pourquoi c'est crucial? Parce que sans ce squelette, il est impossible de savoir qu'une variable déclarée en ligne 47 est utilisée dans une boucle en ligne 892. Impossible. L'AST nous donne la carte complète du territoire. Ensuite, le CFG, le contrôle flow graph, c'est le système nerveux.
Il nous montre tous les chemins possibles que peut prendre l'exécution du code, les if, les else, les blocs, les goto, tous les embranchements. Concrètement, imaginez un carrefour avec 3 routes possibles. Ce CFG nous dit, si le client est français, prends la route A. Le client est international ou professionnel, prends la route B. Le montant dépasse 10 000 €, tu prends la route C. Et il va même plus loin. Il vous montre que ces chemins peuvent se rejoindre plus loin. Pourquoi c'est essentiel? Parce qu'en COBOL, vous avez beaucoup de perform et de goto. C'est une logique complexe. Sans ce CFG, on ne peut garantir que tous les chemins logiques du père sont reproduits chez le fils. Avec ce CFG, on peut prouver mathématiquement que chaque processus, chaque scénario d'exécution est respecté. Maintenant que nous avons le squelette, attaquons-nous aux données. Le data flow graph, le système sanguin du code. Il nous montre comment une donnée naît, circule, se transforme, puis meurt. Prenons un exemple concret. Un montant brut entre dans le système. Il va passer par une fonction de TVA, peut-être de remise, puis d'arrondi. Le DFG nous montre le parcours complet de cette donnée. Il nous dit que cette variable, en sortie, dépend de la transformation successive de ces 3 étapes. Sans ce DFG, il est impossible de traduire des instructions non isolées. Avec ce DFG, oula, ouais, il y a eu un petit... hop, on était au DFG. Avec le DFG, on comprend les dépendances, comme mes slides. On sait que si on change la fonction d'arrondi, cela impacte le montant final. C'est la traçabilité complète de la donnée. Donc nous avons vu les 3 premiers piliers, mais il nous manque quelque chose d'essentiel, le métier. C'est donc le graphe de connaissances, la mémoire du père, vous vous rappelez? C'est là qu'on capture le concept de métier, les règles business, les relations entre les entités. Par exemple, notre IA va identifier que client, compte et transaction ne sont pas de simples variables, mais des concepts métiers avec des relations. Vous imaginez qu'un client a plusieurs comptes en banque. Et un compte en banque peut avoir une ou plusieurs transactions. Mais également qu'une transaction respecte des règles, comme des règles de conformité. Ce graphe nous permet de répondre à des questions comme: quelles sont les règles qui s'appliquent à une transaction internationale? Où est-ce que dans le code, nous pouvons vérifier la solvabilité d'un client? C'est la dimension sémantique qui transforme du code en connaissance. Enfin, dernier pilier, la base de données vectorielle, pour naviguer rapidement dans des millions de lignes de code. Pour ce faire, on a besoin d'un index intelligent. Cette base, c'est le moteur de recherche sémantique. Elle transforme chaque morceau de code en un vecteur mathématique, ce qui permet de trouver instantanément les portions de code similaires ou liées à un concept. En plus du code, la solution documente automatiquement chaque classe. Son nom, ses responsabilités, son rôle, ses paramètres d'entrée, ses paramètres de retour, les exceptions qu'elle peut jeter, et enfin les dépendances. C'est une documentation complète générée en quelques secondes, là où il faudrait des semaines de travail manuel. La preuve, si je cherche calcul de pénalité de retard, la base de données vectorielle me retrouve tous les endroits où ce concept est appliqué et me génère directement une documentation en Markdown. C'est l'intuition de l'IA. C'est donc avec ces 5 piliers, je vous les répète, l'AST pour la structure, le CFG pour la logique, le DFG pour les données, et le graphe de connaissances pour le métier et la base de données vectorielle pour la navigation, notre IA ne lit plus le code. Elle le comprend dans toutes ses dimensions. Et c'est donc cette compréhension du code profonde qui rend possible une traduction intelligente. Le résultat, on peut enfin parler avec le code. On peut littéralement lui poser des questions, comme comment est calculé le montant net d'un paiement individuel? Existe-t-il un contrôle réglementaire sur le lieu de naissance? Le code répond. Le fils peut enfin comprendre la logique du père. Et parfois, le fils découvre des choses que le père avait oubliées. Des variables instanciées, mais jamais testées.
des contrôles manquants, l'IA détecte ces anomalies et les signale. L'IA génère automatiquement des diagrammes de séquence avec Mermaid qui visualise l'ensemble du flux d'exécution, comme une photo du système. C'est comme retrouver de vieilles photos de famille et réaliser qu'il y a des histoires qu'on ne connaissait pas. Une fois que la compréhension est là, que le dialogue est établi, on peut commencer la traduction. Mais pas n'importe comment. Parce qu'on a tous appris ici à se méfier de l'hallucination des IA génératives. Pour éviter cela, nous avons mis en place un contexte contrôlé. L'IA ne peut pas inventer. Elle va s'appuyer sur la rétrodocumentation, sur les arbres, sur l'AST, sur les faits, sur le graphe de connaissances. Chaque ligne de code est traduite, est ancrée dans la réalité du code original. Et surtout, chaque ligne traduite est testée automatiquement et obligatoirement. Le fils doit prouver qu'il a bien compris les leçons du père. Pas de validation, pas d'avancement. C'est une validation en continu, itérative et rigoureuse. Regardez-moi ce code COBOL. Numéro de ligne, picture x87, defines, date encodée bizarrement, pas de documentation, pas de commentaires, développeur parti à la retraite. C'est 40 ans de règles métiers critiques enfouies dans des structures cryptiques. Ce n'est pas une simple conversion syntaxique, c'est une archéologie informatique. Voilà pourquoi il nous faut une intelligence artificielle spécialisée pour résoudre ce problème. Alors notre IA ne se contente pas de traduire du code, elle reconstruit une architecture moderne. D'abord avec le CFG, vous savez, le contrôle flow graph qui cartographie les dépendances. Il nous permet de connaître les dépendances internes, les dépendances externes vers des bibliothèques tierces, et il va en générer un JSON pour le blueprint du projet à générer. Ensuite, elle génère automatiquement le squelette, les configurations Maven, les structures de dossiers standards, les intégrations avec des frameworks modernes comme JUnit 5, Spring Boot, et bien évidemment une validation en continu. Résultat, vous n'obtenez pas un gros plat de spaghetti Java, mais vous obtenez un projet structuré qui respecte les meilleures pratiques de l'industrie, prêt à accueillir les évolutions futures. Le fils ne reproduit pas les erreurs du père. Il construit sur des fondations et des outils de son époque. Alors maintenant, parlons de la magie du processus itératif. Notre LLM ne génère pas une seule version de Java. Elle va en générer 6 variantes pour explorer différentes approches. Ensuite, le système compile automatiquement chaque variante et exécute les tests. Est-ce que le code compile? Est-ce qu'il s'exécute? Est-ce qu'il est fonctionnel? Est-ce que les tests passent? Si une erreur est détectée, le système l'analyse et va automatiquement corriger et en régénérant la portion problématique. C'est un cycle vertueux. Et nous ne nous contentons pas de code qui fonctionne. Grâce au principe du what the fuck par minute, que j'espère vous connaissez, nous visons du code de qualité, lisible, maintenable, respectant les meilleures pratiques. Pour répondre à ce challenge, nous ne faisons pas confiance au hasard. Nous avons développé des méthodes déterministes. Vous savez, ce qui ne ressemble pas au hasard. Ce qu'on peut expliquer. Nous comparons l'ADN du code père et du code fils, grâce aux arbres que je vous ai mentionnés précédemment. Nous mesurons la distance entre eux. Nous regardons les évolutions dans ces arbres. Je vous ai mis 3 algorithmes ici qui permettent de respecter justement cette distance entre les arbres. Nous respectons le flux logique du code. Nous vérifions que le comportement initial est respecté, que les règles métiers sont intactes, que l'équivalence fonctionnelle est respectée. Et nous pouvons le prouver mathématiquement et scientifiquement. Alors oui, le fils est différent. Il parle une autre langue, il vit dans un autre monde, mais il porte en lui l'essence même du père. La transmission est réussie. Enfin, la validation et sélection finale. Nous avons plusieurs variantes. Comment les choisir? Eh bien, par la mesure. Nous évaluons automatiquement chaque version selon des critères objectifs. La conformité fonctionnelle, la performance, l'empreinte carbone, la lisibilité et la maintenabilité. Vous définissez la pondération, le système sélectionne le meilleur script. Alors cet héritage, ce défi de la transmission, ce n'est pas seulement notre histoire, c'est aussi la vôtre.
Je pense que c'est l'histoire de tout le secteur financier, de toutes les grandes institutions, de toutes les entreprises. C'est pourquoi nous ne voulons pas garder ce traducteur pour nous. Nous voulons le partager. Nous voulons publier nos travaux. Nous ouvrons notre code source. Ce code source sera disponible en fin d'année. Nous préparons aussi des publications scientifiques. Je vous invite donc à partager vos codes, à collaborer ensemble, à moderniser nos codes, à faire en sorte que l'héritage de nos pères ne soit pas perdu mais devienne la force de nos enfants. Je vous remercie.